Bienvenue dans une semaine en Asie. Au sommaire de ce numéro, la Thaïlande, un pays à l'histoire violente, la réhabilitation des enfants soldats au Sri Lanka, un an après la fin de la guerre, et des ballons de football. Ceux de la Coupe du Monde ne sont plus fabriqués au Pakistan mais en Chine. On vous dira pourquoi. En Thaïlande, le pouvoir a mis fin dans le sang au mouvement des chemises rouges. Les opposants au gouvernement bilan, 82 morts au moins, 1800 blessés à Bangkok au cours des 2 derniers mois. Un épisode de plus finalement dans l'histoire assez violente du pays du sourire. Surnommée pays du sourire, la Thaïlande a pourtant un passé ponctué de coups d'État et de violence. Les soulèvements de 1973 et 1992 contre le régime militaire ont été particulièrement meurtriers. La crise actuelle a une nouvelle fois mis la capitale Bangkok à feu et à sang. Mais cette fois, les revendications ne concernent pas seulement la démocratie ou les libertés individuelles. Elles sont davantage liées aux inégalités croissantes entre élites de la capitale et masse rurale. La crise est politique, mais elle est aussi sociale et révèle les énormes divisions au sein de la société thaïlandaise. La région de Bangkok, par exemple, est 9 fois plus riche que le nord. Autre particularité des troubles, l'absence flagrante de toute intervention royale. La monarchie absolue a été abolie en 1932, mais depuis, le roi fait figure de père respecté de la nation. Au-dessus des partis politiques, juge ultime entre factions, il a joué un rôle crucial dans le dénouement des crises politiques passées. Son absence aujourd'hui semble distendre le lien étroit qui l'unit à la nation thaïlandaise. La monarchie constitutionnelle thaïlandaise est en crise. Aujourd'hui, le roi et la monarchie font partie du problème plutôt que de la solution. Et sa non-intervention en dit long. L'incertitude est grande et quoi qu'il arrive, ni son fils ni la princesse, qui est beaucoup plus populaire, ne pourront le remplacer. Sur fond de chaos, les Thaïlandais ont célébré ce mois-ci le 60e anniversaire du couronnement du roi. Âgé de 82 ans, gravement malade, Bhumibol n'apparaît quasiment plus en public, contrairement au très contesté Premier ministre Abhisit Vejjajiva, qui doit seul gérer la crise actuelle. On en vient à la tournée d'Hillary Clinton en Asie. Lors de sa première étape au Japon vendredi, la secrétaire d'État américaine s'en est pris, je cite, au comportement provocateur de la Corée du Nord. Un euphémisme sur le naufrage d'un navire sud-coréen dans lequel 46 marins ont perdu la vie, coulé par un sous-marin nord-coréen en mer Jaune. Ce sont les conclusions d'une commission d'enquête internationale contredite par Pyongyang. La Chine s'attaque à la corruption et fait un exemple avec l'affaire Wang Guanghui. L'homme le plus riche du pays a été condamné à 14 ans de prison pour corruption, délit d'initié et transactions illicites par un tribunal de Pékin. Il était le PDG du Darty chinois Gomi. Ah non, déjà que la guerre est terminée au Sri Lanka. Pourtant, le pays reste divisé en partie parce que la lumière n'est toujours pas faite sur les exactions commises les derniers mois du conflit. Et les enfants soldats peuvent-ils retrouver la paix et une vie normale? Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui suivent un programme de réinsertion. Aujourd'hui au Sri Lanka, le temps est à la reconstruction. Ces enfants ont troqué les fusils et les tenues de combat pour le blanc et ses battes de cricket. Ce sont des anciens enfants soldats comme Steven. Quand je sortirai d'ici, je veux devenir un garçon comme les autres, reprendre mes études et devenir un joueur de cricket. 7000 enfants soldats embrigadés depuis 2002, exhibés dans ces films de propagande des tigres tamouls. Il y avait un recrutement systématique d'une personne, d'un individu par famille. C'était ce que le LTTE demandait à chaque famille dans le territoire qui était sous leur contrôle. Aujourd'hui, il reste bien gardé, mais la guerre est terminée. Cette école publique a été transformée en centre de réadaptation. Il y en a 2 dans le pays. Les plus jeunes pensionnaires ont 14 ans. Il y a encore quelques mois, ils étaient au combat. Le but de ce programme est de leur donner une éducation normale et de les laisser choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. On leur fait faire du sport également et on les aide à se divertir. Difficile d'oublier la guerre.
Suirdan avait été enrôlé de force par les séparatistes tamouls à l'âge de 14 ans. Il en a 17 aujourd'hui, il était infirmier sur le front. Le plus difficile était pour moi de voir tous ces gens mourir, mes propres amis aussi. On avait constamment peur pour notre vie. 120 garçons, mais aussi des filles. Il y en a 90 ici. Les tigres tamouls du LTTE ne faisaient pas de distinction. Aujourd'hui, ces enfants retrouvent le sourire au contact de leur famille, comme Luxia et son grand-père. Cette jeune fille de 18 ans, recrutée de force au mois de mars, a connu les dernières heures de la guerre. Quand ma petite fille a été enlevée de force par les tigres tamouls, j'étais très inquiet. On était toujours en pleine guerre et il y avait tellement de morts. À l'endroit où ils m'ont emmené pour former au maniement des armes, il n'y avait que des enfants de 14 à 18 ans. Dans quelques semaines, ces anciens enfants soldats sortiront du centre de réinsertion. Ils pourront alors démarrer une nouvelle vie dans un pays qu'ils n'ont jamais connu en paix. Où sont fabriqués les ballons officiels de la Coupe du monde de football? Réponse, en Chine. Une nouveauté. Avant, ils étaient confectionnés au Pakistan. Mais les sous-traitants de Nike et Adidas ne font plus que des copies. Ils recrutaient des enfants pour coudre les ballons. Les marques avancent la recrudescence de la violence au Pakistan pour expliquer leur choix. Jabulani. C'est le ballon officiel des matchs de la Coupe du monde. Un mot qui signifie être joyeux. Dans les ateliers pakistanais où l'on produit des millions de répliques et de ballons promotionnels, ce n'est pas vraiment la joie. L'industrie a perdu près de la moitié de ses parts de marché en quelques années. Le pays effraie certains clients. Depuis 2007, plus de 3200 personnes sont mortes dans des attentats. Le contexte sociopolitique au Pakistan a énormément affecté les affaires et même le pays. La guerre en Afghanistan est aussi l'un des facteurs qui explique la baisse de notre activité. Les groupes ont peur d'envoyer leurs dirigeants et de nous passer des commandes. La plupart des ballons est cousu à la main dans des villages près de Sialkot. Les artisans ne sont pas salariés des entreprises mais rémunérés à la tâche. 5 ballons par jour en moyenne pour un salaire mensuel d'environ 60 €, le salaire minimum au Pakistan. Je n'ai pas le choix, je ne sais faire que ça. En plus, à Sialkot, il y a trop de coupures de courant, c'est mauvais pour les affaires. Avec ce travail, pas besoin d'électricité. Une main-d'œuvre souple et peu coûteuse, très intéressante pour les grands groupes comme Adidas. Ce ballon sera vendu environ 25 € au consommateur occidental. Nous sommes chez Forward Sport, l'un des 2 sous-traitants de la multinationale, l'une des rares entreprises de Sialkot épargnées par la crise. Ici, en période de Coupe du Monde, le rendement est très soutenu, 25 000 ballons par jour. Pourtant, Forward Sport n'a que le marché des répliques. Adidas a confié la production de la version officielle de Jabulani à sa filiale chinoise, plus avancée dans la technologie du liage thermique. Un procédé qui permet d'assembler les pièces prémoulées en les collant par la chaleur. Les ballons Jabulani, les ballons officiels, sont fabriqués avec le procédé du liage thermique en Chine. Ils sont très différents des ballons cousus main et c'est pour cette raison qu'Adidas n'a pas choisi le Pakistan. Difficile à accepter pour Forward Sport qui a déjà fabriqué le ballon mythique en 2002. L'entreprise pakistanaise a fini par convaincre Adidas de lui transférer sa technologie révolutionnaire. Mais elle n'égale toujours pas Jabulani l'officiel, dont la forme est encore plus ronde pour une meilleure trajectoire dans l'air. Dans la section recherche et développement, on rêve de ramener le ballon de la Coupe du Monde au Pakistan. 1500 bateaux pour accueillir Jessica Watson dans le port de Sydney. À 16 ans, cette Australienne est une star. Elle est devenue la plus jeune navigatrice de l'histoire à boucler un tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance en 7 mois dans les mers du Sud. Ça valait bien les félicitations du Premier ministre australien Kevin Rudd. Pas de doute, c'est une guerrière. Il y en a d'autres à Tokyo, au Japon. Elle fréquente une salle de gym un peu particulière qui rencontre un succès fou. Reportage. C'est un cours de gym qui ressemble plutôt à un sport de combat. Ces jeunes femmes sont des adeptes du régime samouraï, une nouvelle forme d'aérobic qui mêle musique techno et maniement du katana, le sabre traditionnel japonais. Fils d'une danseuse professionnelle et passionnée de sabre,
Takafuji Ukon a lancé son concept de gym au tout début de cette année. J'aime tellement danser avec des sabres que j'ai voulu créer cette méthode. La faire partager par tous et la rendre abordable au travers de cet exercice. Avec de tels accessoires, la séance pourrait rapidement tourner au bain de sang. Mais l'exercice est sans danger. Ces sabres sont en fait des reproductions. J'ai fait en sorte que le manche soit le plus proche possible de la réalité. Mais le reste est fait de matériaux inoffensifs. Alors qu'il visait au départ un public d'hommes plus enclin à manier des armes blanches, ces cours sont vite devenus exclusivement féminins. Ce qu'apprécient les femmes, au-delà de l'exercice physique en lui-même, les notions culturelles et ancestrales dont ils s'inspirent. J'ai l'impression de trucider des méchants, comme si j'étais un samouraï ou une sorte de héros dans un feuilleton téléhistorique. Tout au long de la séance, l'instructeur ne cesse d'inciter ses élèves à tailler dans tous les sens. Ici, l'ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est avant tout le stress et le surpoids. J'ai déjà perdu 4 kilos. Mais plutôt que la perte de poids, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que ma taille s'est affinée. Je suis encore plus mince maintenant. Regardez comme c'est joli. C'est surtout là que ça fait de l'effet. Sur ses affiches, Takafuji affirme que son régime peut faire perdre jusqu'à 5 kilos par mois, à raison d'une séance d'entraînement hebdomadaire. Un objectif à titre indicatif, sans garantie de remboursement. Et l'information continue sur France 24. Merci de votre attention.